43e numéro de Bug, votre podcast fétiche sur les séries télé, sur le 7e art, le cinéma pour les profanes. Je suis Alphonse Dadet et je suis toujours accompagné de mes deux acolytes. Il y a Seb. Salut Seb. Ouais, j'ai enfilé mon gilet jaune pour profiter des offres Black Friday. Je suis donc maintenant vivant mais pauvre. Et il y a Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les aveugles. Eh ben il y a des jours où je me dis que vous avez quand même bien de la chance de ne rien voir. Non mais c'est vrai, un monde sans film de merde, sans la couleur jaune, ou bien même sans ma sale gueule, bref, le noir, l'obscurité absolue, ça doit être bien aussi. Vous devrez essayer, non? En tout cas, merci de nous écouter. Voilà, alors je rappelle le concept de l'émission, nous sommes trois cucus et on parle de ce que nous avons vu récemment, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis comme des millions d'autres podcasts, sauf que nous on est bien meilleurs que les autres je pense. Le problème, c'est que tellement bon que personne ne veut. Personne ne le sait parce que personne ne nous écoute. Bon, et bien écoutez, je crois qu'on a encore un programme plutôt alléchant aujourd'hui. Il y a Seb qui nous fait un gros morceau. Alors les haters de Seb, ça sera pas votre émission. Par contre, pour les adorateurs de Seb, vous pouvez sortir les mouchoirs parce qu'il va en mettre partout. Et je vais mettre des photos de moi comme ça ils vont pouvoir se masturber. Exactement. Et tu t'attaques à un très gros morceau aujourd'hui, et je te laisserai dire ce qu'il en est. Et Bastien, tu nous feras le petit pot pourri habituel, hein, parce que ça nous fait bien plaisir, cette petite rubrique. Bon, écoute, Seb, la parole est à toi, et nous rebondirons après sur ce sujet qui nous plaît à tous. C'est un coup de cœur général. Ouais, on va parler des fondamentaux, ce qui est le plus important au monde, Oz. Créé par Tom Fontana, parce que c'est pas qu'une série, c'est une date dans l'histoire des séries. C'est quelque chose d'important au-delà du simple fait que c'est un chef-d'œuvre. Je sais qu'ouvrir comme ça, c'est un bon moyen de se couper d'une partie du public qui n'ira pas le découvrir, parce que ça fait peur les mots que j'ai employés. Chef-d'œuvre, important, ça sonne trop solennel et peu enclin à s'ouvrir au grand public. Mais c'est complètement faux. Alors pourquoi c'est une série importante ? Tout simplement parce que c'est la première série d'une heure de la chaîne HBO et que c'est à partir de ce moment-là qu'HBO est devenu The Place to Be. Après Oz, il y a eu Les Sopranos, Six Feet Under, Deadwood, The Wire, Band of Brothers et j'en passe parce que j'ai pas le temps de tout citer. Prochainement, c'est là qu'on verra l'adaptation télé de Watchmen et pour ceux qui n'y connaissent rien à partir du moment où c'est pas sur Netflix, sachez-le, Game of Thrones, que tout le monde connaît et que tout le monde adore, c'est sur HBO. Et vous savez quoi ? Puisque Game of Thrones est super populaire et que c'est la meilleure série du monde, il paraît, sans Oz, ça n'existerait pas, tout simplement. Alors pour rappel, Oz a été diffusé de 1997, traduction s'il vous plaît. 87 ? Non, 97, pardon. Oui, 87 c'était un petit peu plus tôt. Donc de 1997 à 2003 et c'est créé par Tom Fontana. Chaque saison fait 8 épisodes, en dehors de la 4 qui en fait 16, mais on y reviendra plus tard. Et ça raconte donc l'histoire du pénitencier haute sécurité de Oswald, alias Oz, et plus précisément de Emerald City, une unité expérimentale où la pire crasse de l'humanité va se retrouver emprisonnée. On suit donc la vie d'une grosse poignée de prisonniers, mais aussi du directeur et de quelques gardes sur 56 épisodes. Ah bah tiens, le nombre d'épisodes me semble être à lui seul un argument pour s'y plonger. Parce que soyons honnêtes, c'est pas beaucoup. Et à l'époque du binge-watching et sur tout et n'importe quoi, pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Allez-y, je sais que vous en avez envie. Bref, il y a plusieurs spécificités à la série. Pour commencer, il n'y a pas de personnage principal. Il y a évidemment un groupe de principaux avec à côté des secondaires, c'est évident. Mais dans ce groupe, personne ne ressort. Chacun a droit au même temps de présence à l'écran et au même traitement aux petits oignons, comme dit l'expression. Et pour moi, c'est vraiment un point fort. Je vais faire un comparatif avec Game of Thrones qui sera souvent cité dans cette chronique à titre de comparaison puisque je pense que c'est la série qui parlera le plus aux gens. Dans Game of Thrones, il y a une chier de personnages tout aussi, mais de manière un peu plus sporadique que sur Oz, chacun a son histoire. Et là où le bas blesse, c'est que certains sont vraiment mis en avant, et donc si tu n'aimes pas ce personnage, t'es bien emmerdé. Ça arrive évidemment dans toutes les séries, mais pas sur Oz. Chaque épisode est découpé en 5 ou 6 parties, et on suit une histoire après l'autre, sans tout mélanger. Et encore une fois, c'est une force pour la série. Ça évite de voir un perso 45 secondes pour sa scène. Ensuite, il dégage pendant 30 minutes avant de revenir. On te balance histoire par histoire avec un personnage principal et les autres secondaires ou juste en figuration. Puis on passe à un autre où les rôles s'inversent. Oz, c'est une série qui est tout le temps dans le mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Et du coup, si t'es sur un personnage que tu n'aimes pas,
c'en est presque pas grave, parce qu'il va pas intervenir dans l'épisode par petites doses de manière aléatoire. Un autre point fort de la série, c'est qu'entre ces segments, il y a Augustus Hill. Formidable Harold Walt Perrineau. Le mec joue 2 rôles dans la série. Il est le prisonnier Hill, parmi les autres, incarcéré à M-City, et puis il est le narrateur. Il ouvre chaque épisode et face caméra parle d'un sujet durant tout l'épisode en intervenant de temps en temps. Il peut parler de la société, de politique, de civilisation, allant même jusqu'aux Aztèques. Et à chaque fois, c'est pas juste gratuit. Non, c'est toujours en accord avec les thèmes de l'épisode. Je précise parce que le mot aztèque a dû faire réagir nos 7 auditeurs. Mais tout est logique. Oui. J'allais juste préciser que si on veut se la péter un peu et mettre un peu de culture, le Augustus Hill, c'est carrément le cœur antique de la tragédie grecque. Voilà. Bravo, c'est beau. Mais tout est logique et surtout tout est lié. Encore une fois, c'est brillant. D'autant plus que Perrineau y a trouvé son meilleur rôle et sa performance est à l'égal de ce rôle. Il est excellent. C'est pas Matrix ? Non. Non, pas trop. Non, il est excellent et ses monologues font partie de mes moments préférés de la série. D'ailleurs, c'est même par moments, je pense, les citations que tu pourrais le plus facilement citer. Mais Oz fait pas vraiment partie de ces séries où tu vas juste prendre une réplique et la citer comme ça. Ouais, les monologues de Augustus Hill, c'est toujours un très 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 grand moment dans chaque épisode. Et puisqu'on est sur le sujet, comme je le disais, il y a une chier de personnages et c'est fou parce que la qualité du casting suit l'affaire. J.K. Simmons en ce salopard magnifique qui est Vern Schillinger, en passant par des Ryan O'Reilly, Adebisi, Karem Saïd, Tobias Beecher ou bien encore Chris Keller et j'en passe parce que putain il y en a beaucoup. Tous sont absolument géniaux. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs vus passeront par The Wire par la suite, d'autres sur Dexter ou bien encore Lost. C'est une source inépuisable. Si tu veux faire un casting pour ton film ou ta série et que t'as pas d'idée sur qui prendre, bah regarde Oz, tu trouveras ton bonheur. Mais évidemment, un bon acteur qui n'a rien à jouer, ça sert à rien. Et nom de Dieu, la galerie de personnages, putain, c'est simple. Comme on est en prison, forcément, il n'y a pas de gentils. Même les gardes, la plupart sont des fils de pute. Il y a bien une petite poignée de persos qu'on peut considérer comme gentils, hein, mais ça se fait rare dans M-City. Il y a Abuse Malice peut-être, Agamemnon de son prénom. Un personnage si pathétique et ridicule qu'il en devient forcément adorable. Mais à côté, on a les Ariens, les Siciliens, les Noirs et tant d'autres. Encore une fois, la représentation de chaque groupe est égale à un autre. Et le fait de ne pas vraiment avoir de point de vue de gentil et donc moral sur le truc, je trouve que c'est parfait. T'as les doux rêveurs comme Mac Manus, parce qu'il a Anus dans son nom, qui dirige M-City et ça m'a toujours fait marrer. Il dirige M-City et pense que son programme va aider à réhabiliter les prisonniers, mais je vois pas où. C'est ultra violent. Un épisode sans un mort, c'est une chose rare dans la série. Et ce sont généralement des morts violentes. Ça viole, agresse, deal de la drogue à tout bout de champ. C'est comme si on avait pris le pire de l'humanité, qu'on l'avait mis dans une pièce, et nous on regarde pour voir à quel moment ça va exploser. D'ailleurs, il faut noter qu'aujourd'hui encore, Oz reste la série qui a la représentation de la violence la plus graphique à la télé. Et il en va de même pour le sexe. Bon, majoritairement entre hommes, c'est vrai. D'ailleurs, si vous regardez Oz, comptez le nombre de bits que vous verrez. Perso, j'ai lâché l'affaire après 15, parce que je ne savais plus si c'était un pénis que j'avais déjà vu ou un nouveau. Mais bon, cette galerie de personnages, elle empêcherait presque un truc, l'émotion. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans la série, mais il n'essaie pas non plus. On aime ces persos, mais il n'y a pas d'affect pour eux, ou très rarement. C'est pas l'endroit, ce sont des prisonniers. Et même du côté des gardes ou directeurs, il y a un truc qu'il faut noter. On ne sort jamais de la prison. On ne voit pas la vie privée du staff, et tant mieux, parce qu'on s'en cogne. La série s'appelle Oz. Les seules fois où on sort de la prison, ce sont de courts flashbacks d'une trentaine de secondes où on voit ce qu'a commis le prisonnier pour arriver à Oz, ainsi que son arrestation. C'est tout. Bref. On n'est pas là pour le faire dans le sentiment. Mais bordel, ces connards sont tellement bons qu'ils y arrivent par moments. Faut dire que, comme pour Game of Thrones aujourd'hui, n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Parfois un personnage est introduit et bam, fin d'épisode, il y passe. Et c'est pas une fatalité parce que de nouveaux personnages, il y en a tout le temps, dans chaque épisode en fait. Certains restent et deviennent géniaux et importants, puis d'autres sont là pour faire monter le compteur de décès. Je dirais bien que c'est jamais gratuit, mais ce serait mentir. Il y a une certaine perversité dans l'écriture. Prenons les Italiens par exemple, et d'avance, je m'excuse pour le spoiler. Donc on a Nino Schibetta dans la saison 1, c'est le boss. Il est nourri de vers pilés, lui foutant en l'air les intestins jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est remplacé par Peter, son fils. Lui, il se fait violer par un gros black et est envoyé en psychiatrie. Il est remplacé par Antonio Napa. Là, le gros black qui avait violé le petit Peter, et n'oublions pas qu'il a participé à tuer Nino, va bosser avec les Sidéens
des gens qui ont le sida donc, pour récupérer le sang d'un d'entre eux et filer le sida avec succès à Nappa. Vous pensez que c'est fini? Non, parce que Peter revient la saison suivante pour directement, dans le même épisode, se faire violer par 3 nazis ce coup-ci. Sincèrement, si vous n'y voyez pas une forme de gratuité dans le traitement sadique des personnages, vous avez un problème. Alors certes, c'est dégueulasse, d'une violence extrême, car comme toujours très graphique, mais pour revenir sur les émotions, putain, qu'est-ce que c'est drôle! T'es obligé de rire au bout d'un moment, parce que je pense que Fontana savait qu'il était caricatural par instant, et rien que le principe de MCT de toute façon est extrême, le traitement est parfait, et fait passer la pilule, mais de temps en temps, je le soupçonne de se faire plaisir. Parce que l'humour, au final... Mais il y en a quand même pas mal dans la série, souvent noir à travers l'exemple cité des Italiens, mais parfois de la comédie pure. Un exemple avec l'épisode Variety en saison 5. Augustus Hill est dans le coma, du coup il ne joue pas son rôle de narrateur sur l'épisode. À la place, plusieurs personnages interviendront pour un numéro musical. Ce sera généralement très sérieux, jusqu'au duo absolument magnifique et grotesque de Tobias Beecher et Vern Schillinger sur The Last Duet de Barry Manilow. C'est un pur moment de comédie de voir ces deux ennemis chanter ensemble et surtout avec une chorégraphie absolument débile. Et cette séquence-là, dont je mettrai un lien dans la description, parce que je la trouve absolument formidable et quand je me sens pas super bien, que j'ai le moral un peu à zéro, je la regarde et ça me fout de putain de bonne humeur. Une fois je suis même allé bosser et je souriais. Les gens se sont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que j'ai regardé ça 5 fois avant de venir. Bref, cette séquence est absolument fantastique. Elle arrive dans un épisode où un mec s'est fait couper un bras, un autre violé, puis passé à tabac par des nazis, et il y a aussi un mec qui commandite l'incendie d'une église pour tuer quelqu'un. Il y aura 2 morts et le gars visé sera blessé. C'est dramatiquement super lourd, et puis bam, comédie musicale. Cette série est tellement grandiose qu'elle ose tout, même le plus improbable, et elle le réussit. J'appelle ça du putain de génie. Bon, évidemment, il y a des ratés. Ça arrive, la perfection n'existe pas, mais ce sont les imperfections qui rendent le bon encore meilleur. Merci, je m'appelle Patrick Sébastien parfois. Donc, si et là, il y a des petits trucs qui moi, ne me plaisent pas. Et puis, il y a la saison 4. Alors là... Donc chaque saison fait 8 épisodes et était diffusée à partir du mois de juillet. Sauf la saison 4 qui a eu droit à sa première moitié en juillet comme d'habitude, avant de revenir pour une seconde moitié en janvier. Et c'était une mauvaise idée dont ils ont dû se rendre compte puisque la saison 5 n'arrivera pas en juillet mais seulement en janvier de l'année suivante. Et ce pour 8 glorieux épisodes. Bref, les 8 autres ont fait comme le révérend Cloutier et ont disparu. Si vous voulez comprendre cette blague, voyez la série. C'est l'histoire de la saison 4, c'est pas parce qu'il y a eu la grève des scénaristes à la même époque ou non, la grève des scénaristes arrivait plus tard. Hein. Mais il y avait une raison pour ça, non c'est bizarre. J'en ai pas la moindre... S'il y a une raison, je n'ai pas la moindre idée. Pour moi, ils ont juste voulu faire plus d'épisodes. Ouais, il me semblait que la grève des scénaristes était plus tard. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a la saison 4, il y a une séquence où Alvarez, envoyé en isolement, pète un peu un câble et utilise son caca pour recouvrir les murs. C'est un peu ça la saison finalement. Au milieu de plein de trucs bien, j'ai l'impression que chaque idée qui n'avait pas été retenue par le passé a été mise en pratique pour remplir le quota des 16 épisodes. En gros, ils ont étalé leur merde sous nos yeux. Ça donne donc Querns, un mec qui reprend les rênes de MCT pour en faire un dépotoir tendance ghetto. Ça donne un épisode où des journalistes viennent faire un documentaire, le pire épisode de la série, le seul de véritablement mauvais à mon sens, ou encore cette idée de génie, la pilule vieillissante, soit la seule et unique idée scénaristique que je considère comme étant de la merde dans la série. Bref, c'est du gâchis, et c'est forcément dommage. Un autre point faible qui me semble logique compte tenu du sujet, Oz n'a pas vraiment de fin. Et comme je le disais, c'est logique. Comment clore cette histoire? Tous les personnages devraient soit mourir, soit être libérés, soit etc. etc. C'était donc impossible à clore correctement. Fallait trouver une façon de faire et c'est peut-être pas génial, mais au moins ça fonctionne. Celui qui a la plus belle fin, je trouve, c'est Alvarez. C'est super mélancolique et Kirk Acevedo est vraiment touchant dans sa dernière scène. Mais c'est plutôt sur les histoires que ça coince. La guerre Beecher-Schillinger, par exemple, je trouve que c'est super expédié. La relation Beecher-Keller aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait... que les choses qu'il devait conclure absolument fait partie des ratages. Mais il pouvait pas laisser ses portes ouvertes, ça aurait été pire. C'est dommage parce que ces 3 personnages, c'était fascinant de les suivre. Schillinger, le leader des Ariens, Keller, le manipulateur ultime, l'enfant de putain comme on en a rarement vu à la télé, et puis Beecher, l'ancien Chet de la série Code Lisa, rappelons-le. Soit l'avocat trop porté sur la bouteille qui tue une gamine dans un accident et se retrouve enfermé avec ce que l'humanité a fait de pire, le changeant à tout jamais. Putain.
qu'est-ce que j'aime ces personnages. Bon, tout ça n'est jamais qu'un petit point noir sur un tableau particulièrement réussi, hein. Il n'y a pas de coquerie au scandale, parce que le reste est vraiment trop bon pour se focaliser sur ces choses. Et comme je le disais, globalement, la saison 4 n'est pas mauvaise, mais elle est parsemée de mauvaises choses, vraiment mauvaises et difficiles à ignorer. Mais vraiment, au milieu de tout le reste, ça reste un détail, car toute la force du truc, c'est que Oz a beau avoir 20 ans, elle n'a pas vieilli. Oui, c'est vrai, une remasterisation HD ne ferait pas de tort, mais je parle pas de ça. Je parle du fond qui est plus actuel et ancré dans la réalité d'aujourd'hui que les séries d'aujourd'hui. La revoir ces derniers jours, c'était une claque, parce que les monologues d'Augustus Hill sur la société et d'autres sujets de ce type, c'est toujours aussi vrai et aussi bien écrit. Il n'y a rien à changer. Tu voudrais remaker la série, ces passages-là, t'as juste à photocopier les pages des scénarios. C'est d'une force incroyable et c'est là que tu vois tout le génie de Tom Fontana. Donc voilà, j'ai pas cité Game of Thrones pour rien, hein. J'ai pris la série comme témoin pour sa popularité. Et ce que je veux dire aux gens qui aiment Game of Thrones et nous écouteraient par je ne sais quel hasard, c'est que tout ce que vous aimez dans la série, c'était déjà là dès 1997. En mieux, j'ai envie de dire. Parce que c'est plus violent, parce qu'on s'emmerde moins à essayer de placer une morale via certains personnages identifiés comme gentils et beaucoup d'autres raisons. Oz est un bijou, c'est un joyau brut que je vous encourage à découvrir. Sans elle, la télé ne serait pas comme elle est aujourd'hui, et rien que pour ça, ça mérite déjà un coup d'œil. Et quand tu penses qu'en plus, c'est vraiment bien, alors... Et à ceux qui me diront que Oz ne peut pas être aussi bien que Game of Thrones parce qu'il n'y a pas de dragon, je répondrai Sir Peter Marie. Maintenant, à vous de voir la série pour y voir cette dragonne. Allez, comme dirait Augustus Hill, pour clore la série, peace. Ouais, bravo, effectivement. Bastien, tu veux ajouter quelque chose? Des petits points comme ça qu'on peut mettre en perspective. Hein. Ouais. Tu n'as pas parlé oui, c'est de très Prison dur Break. de tout résumer. Ouais, Prison Break, oui. T'en as quand même dit la plupart, je trouve. Je pense qu'on te rejoint tous les deux de toute façon sur tout ce que tu as dit et tu l'as très bien dit. On a bu tes mots et pour une fois je t'ai écouté de A à Z. Donc, j'ai des juste preuves pour que ça. vous dites le contraire, monsieur. Tu me dis souvent, ouais, ta chronique elle est belle, et puis derrière, sur les réseaux sociaux, telle Non, une elle est petite vraiment bien, Marine celle-là. Le Pen, oui, je ne vous écoute pas, monsieur. Non mais Salaud. là, t'as pris ta plus belle plume là. Ouais, c'était ma bite. Ouais, bravo. Oui, donc tu n'as pas parlé de Prison Break, hein, mais c'est pas très grave. Mais Ouais, bah Prison Break est considéré par beaucoup comme étant un peu le fils spirituel de Oz, et je suis là, et les mecs, Prison Break, c'est la danse des canards, quoi, à côté. Il faut aller se laver les yeux avec de l'acide, hein, pour ceux qui disent ça. Pourtant, j'aime bien la première saison de Prison Break, quoi, mais non, faut pas déconner, quoi, ça n'a rien à voir, hein. C'est parce pas que justement, ça. pour C'est tous clair. ceux qui aiment des films comme La Ligne Verte ou des films de prison, on peut dire que Oz c'est quand même le truc ultime, je pense, à voir sur le sujet Bien sûr. de la prison. Ouais, c'est un peu comme quand on parle des flics ripoux et genre de trucs. T'as plein de bons films. Par exemple, j'adore LA Confidential, mais je trouve que depuis The Shield, y a rien qui arrive à la hauteur du truc, quoi. C'est-à-dire c'est le format série qui te permet de brasser tellement de sujets, et quand c'est bien fait par des auteurs qui ont du talent et qui ne s'éparpillent pas, t'as vraiment le truc ultime, quoi. Oz et j'allais dire Prison Break, mon dieu, quelle horreur. Et The Shield, c'est vraiment les trucs les trucs mers, quoi. Tu regardes ça et c'est Et bible. c'est marrant que tu justement que tu parles de The Shield, parce que j'allais aussi l'évoquer après. Et c'est au niveau des auteurs, et alors, reprenez-moi si je me trompe, mais autant Tom Fontana que Sean Ryan, Tom Fontana avec Oz et Sean Ryan avec The Shield, les mecs ont tout dit. C'est leur série, et depuis ce qu'ils ont fait derrière, ça n'a absolument pas le même impact. Et ils avaient trouvé dès leur... alors je sais pas ce qu'avait fait Tom Fontana avant, mais ils avaient déjà tout dit dans leur œuvre fondatrice, et qui est devenue monumentale, quoi. Ouais, bah, c'est ça qui est dingue, ouais, mais ils ont tellement tout donné dessus, et ça se voit, quoi. Tom Fontana, je crois qu'il a pas écrit tous les épisodes, mais il est pas loin d'être auteur ou co-auteur de la majorité des épisodes, quoi. Donc tu sens qu'il s'est vraiment investi. Maintenant, il est sur quoi? Il est sur les Borgias ou un truc comme ça? Il avait fait les Borgias, ouais. Je sais Et pas trop ce qu'il fait. Ouais, je me souvenais de ça justement, et je suis pas, tu me reconfirmes qu'il avait quasiment, je crois, écrit toute la série. Ouais, quasiment. Je me souviens sur la saison 1, en tout cas, son nom apparaît tout le temps au générique, quoi. Ouais. Il y a une ou deux fois où il est co-auteur seulement, quoi. C'est comme Sorkin sur les Sorkin, 4 ouais, saisons, là. sur 4 saisons de la Maison Blanche, où les mecs avaient quasiment tout écrit, et forcément il y a de la coke qui devait y passer, et c'est pour ça que certains épisodes c'était un petit peu la fête à la maison des moments. Ouais, Je moi suis pas d'accord.
de West Wing est formidable. Ouais, si vous voulez. Ouais, tu disais que c'était la première grosse série, et ce qui est fort aussi, c'est qu'elle a un peu tué direct le game du truc. Donc déjà, pour le sujet de la prison, c'est la référence ultime, mais en plus, en termes de violence, de mort, tout ça, tu parlais de Game of Thrones aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à chaque fois, maintenant, il y a une comparaison qui se fait avec Oz, et ils ont tout de suite été extrêmement loin, et puis en plus ça s'inscrit dans un cadre réaliste. Game of Thrones c'est dans un univers un peu fantasy et compagnie, donc forcément la violence c'est un peu la violence graphique, pas comic book mais plus voilà, qui fait moins mal, j'ai envie de dire, dans la chair, dans ta chair quoi. Alors que là c'est vraiment un univers qui est très dur, très cru, et les mecs ils sont pas là pour rigoler, et quand ils se tapent tu sens les coups à travers ton écran quoi. Pour l'avoir revu récemment, tu oublies parce que ça fait pas 10 ans, mais ça fait pas loin de 10 ans que j'avais pas revu la série quoi. Et comme je disais, hein, c'est toujours aussi actuel, c'est hallucinant. Mais c'est vrai qu'en termes de violence graphique, tu sens. Je dis par moments tu te marres parce que évidemment ils y vont à fond. C'est un peu too much. Ouais, c'est comme la saison 4 justement où t'as Schillinger qui kidnappe les enfants de Beecher. Je vais un peu spoiler des trucs, hein, mais ça va vraiment trop loin. C'est ça qui me pose problème parce que sinon fondamentalement ce qu'il fait à Beecher, ça me paraît logique, mais comme c'est vraiment réduit sur quelques épisodes, ça va trop loin. T'as l'impression que c'est too much, mais sinon globalement putain quoi, jusqu'au bout quoi. Quand tu vois le destin de Cloutier, c'est quand même le mec, t'es obligé de te marrer parce que les mecs ils vont super loin quoi, mais tu te dis putain le mec il a quand même été emmuré vivant quoi. 2 fois. Et que c'est le révérend. Oui. 2 fois. Ouais. Après, du coup, c'est bien que toi aies revu la série, parce que moi, Tony, ça doit être pareil, ça doit être le même cas. On ne l'a pas vu depuis 10 ans la série, et c'est typiquement le genre de truc. On se dit, ouais, on aura le temps, on sera en prison justement, on aura envie de re-regarder cette série. Ça me donne pas envie d'aller en prison. J'imagine des prisonniers en train de se mater Oz. Putain. Et après, il y avait à boire et à manger sur certains personnages qui étaient plus ou moins intéressants, et des moments, on repense à la série et on se dit ah ouais c'est vrai il y avait ça dedans, par exemple là j'ai un vague souvenir, et tu vas me confirmer, il y avait une histoire de loto à un moment dans la série. Ouais, il y a un personnage de Dieu lui parle, et qui d'ailleurs n'est pas dérangeant spécialement parce que généralement quand t'as un mec qui arrive, oh Dieu me parle, t'es là, oula. Ouais, et donc en fait son petit-fils a un cancer, et donc Dieu lui donne les chiffres du loto. Et il demande à un des gardes de l'aider à aller jouer au loto, et le garde évidemment il gagne et il se barre avec l'argent quoi, et donc le petit-fils crève. C'est Oz, ça met de bonne humeur. Et puis surtout moi mon plus grand souvenir c'est Hey McManus. J'allais te demander de le faire justement, ce petit Omar White. T'as des choses encore à dire dessus, Bassin? Non, vas-y, tu enchaînes. En fait, je vais quand même rejoindre ce que vous avez dit, mais effectivement, les premiers souvenirs que j'ai de Oz, au-delà de... Alors, c'est rare pour une série, c'est qu'au-delà de séquences en particulier ou des trucs comme ça, moi, c'est surtout les personnages qui me restent. Alors, tu en as déjà cité plein, hein, les Schillinger et compagnie, Karim Saïd et compagnie, le personnage de Christopher Meloni, et il y a même alors là ils me sont revenus pendant qu'on parlait de la série, ce sont les 2 petits vieux avec leurs casquettes, alors les noms je me souviens plus, mais ouais, Bus Malice, justement ouais, ils sont les 2 plus vieux tolards dans la prison, et les mecs sont très touchants parce que on se doute qu'ils vont finir leur vie malheureusement entre ces 4 murs, et qu'ils sont maintenant grabataires et qu'ils ne feraient plus de mal à une mouche. Enfin, c'est Bob Ribado l'autre dont Dieu lui parle. Voilà, et du coup ces personnages là c'est des personnages qui te restent, et c'est pour ça que je trouve que la série est extrêmement réussie, parce qu'au-delà de la prison, elle parle avant tout, et c'est pour ça que Seb dit que c'est très actuel, parce que ça ne changera jamais, ça parle de l'homme, ça parle de l'humanité, et que ça peut pas, ça ne bougera jamais, c'est immuable ça. Donc et la série a été très forte et très juste à ce niveau-là, c'est qu'elle nous montre ce qu'il y a de plus mauvais chez nous, chez l'homme, et par petites touches, des fois t'as des petits trucs un peu plus optimistes, et c'est extrêmement, moi je trouve ça extrêmement juste. C'est vraiment une série là-dessus qui est un régal. Les personnages, moi je pense qu'il y a, pour le coup, tu disais justement qu'on a souvent des personnages qu'on n'aime pas dans des séries. Dans Oz, je crois pas que ça soit arrivé sur l'espace des 6 saisons. Moi, il n'y a jamais un personnage qui m'a pété les couilles.
Alors, soit parce qu'il n'est pas resté longtemps, parce qu'effectivement le body count est important et que les mecs ont tendance à trépasser assez rapidement. Mais pour Oz, c'est un bonheur. Il n'y a pas de personnage vraiment chiant, comme même dans mes séries préférées. Il y a toujours un ou deux personnages que j'aime pas trop voir. Dans Les Sopranos, il y a des personnages que j'aime pas trop. Dans The Shield, il y a des personnages que j'aime pas. Ouais, voilà, dans The Wire. Même des histoires que je n'aime pas. Oz, c'est pas le cas, quoi. Ouais, c'est bizarre. Et bizarrement, même tu vois, s'il n'y a pas de personnage chiant, je pense que c'est dans mon top 10 de mes séries. Mais je le mettrai pas ça irait pas sur le podium quand même. Et peut-être que si je la revoyais comme là tu viens de le faire, peut-être que je la remettrais plus haute encore dans mon classement, parce que c'est vrai que c'est quand même une putain de grande série. Et effectivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Moi, je la trouve vachement oubliée aujourd'hui. Bon, effectivement, elle a quand même plus de 20 ans. Mais pour des séries dont on parle encore aujourd'hui, je les citerai pas, mais pour moi, qui n'ont pas le même retentissement et le même talent, je trouve ça un peu dommage. Et je pense qu'effectivement, le fait que la série soit très violente et que ça soit quand même sur un univers qui n'est pas donné à tout le monde, parce que clairement, la série pourrait pas passer en prime time, même encore aujourd'hui sur une chaîne. La diffusion française était magnifique à l'époque, c'est pour ça qu'on n'a pas de VF. C'est sublime. Ouais, c'est ça. Ça devait passer à 3h du matin sur France 2, non? C'était M6 qui avait le truc. Ah, c'est M6. Ils ont diffusé les 2 premières saisons, ils ont fait les VF, et puis après ils ont dit ça sert à rien, on diffuse ça après minuit. Ouais, à l'époque. Et d'ailleurs, ça contribue aussi à couper la série à pas mal de monde, ceux qui ne regardent pas les VF. Ceux qui ne regardent pas les VO, pardon. Et ouais, effectivement, une petite remasterisation HD, ça serait pas mal, parce que là, on se tape des coffrets DVD en 4 tiers, si je me trompe pas. Bah, les 4 tiers, moi, ça m'a pas gêné, c'est juste que. Enfin, je m'étais refait l'intégrale de Buffy qui avait démarré aussi en 97, donc ça m'avait pas spécialement dérangé plus que ça de redémarrer Oz, mais c'est vrai que sur une télé 65 pouces 4K, la saison 1 et 2, elles font un peu mal à la gueule. Après, ça commence à aller un petit peu mieux chaque saison, tu vois, c'est normal, mais ça reste quand même. Ouais, et là tu viens de dire que Buffy et Oz ont commencé en même temps en fait. À peu près, ouais. Oh la vache. J'ai quand même l'impression que Oz était un peu plus vieux que Buffy, mais en même temps j'ai pas revu d'images de Buffy, enfin des débuts de Buffy depuis leur diffusion en fait. Non, Buffy est arrivé juste avant en fait, au printemps 97, et Oz a suivi en juillet. T'imagines un peu le grand écart entre Buffy et Oz quand même. Enfin bon, bref, on s'écarte du sujet, mais ouais, effectivement, Oz, très 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 grande série. Voilà, ouais, franchement, je vous dis ce que je en retire, c'est vraiment des personnages écrits magnifiquement. Tu l'as dit aussi, mais une troupe d'acteurs, mais de dingue. C'est vrai que les mecs, on les a tous plus ou moins retrouvés après dans d'autres grandes séries. Il y a même Stallone. Il y a un Italien qui ressemble à Stallone. Ça doit être ça. Vous parlez de Chucky Poncamano là? Je crois que c'est ça. Poncamo. Ouais. Celui qui a des gros muscles. Ouais. Qui se balade toujours avec des tenues très années 90. Oui. Ça pique un peu les yeux par moments, ce genre de truc. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que l'acteur qui fait Karim Saïd, ça doit être un des rares qui n'est. Enfin, je me souviens pas de l'avoir vu dans un autre rôle en fait. Je l'ai vu quelques fois, mais bon. Ouais, c'est lui et Kirk Acevedo, c'est peut-être les deux persos qu'on a moins vus après dans la série. Ou peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. La plupart, on les a revus après. Christopher Meloni, bon, pas toujours dans des bons trucs, quoi, malheureusement. Mais arrête de dire du mal de Man of Steel. J.K. Simmons, lui pour le coup, moi. Lui, il a bien pété. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que lui, c'est plutôt le tremplin. Ça lui a servi de tremplin. En même temps, il crève l'écran. Son personnage est hallucinant. Schillinger, c'est un personnage de série télé, mais dans le top des plus grands, quoi. Et voilà. Donc ouais, franchement, Oz, foncez et revenez vers nous après parce que ça vaut vraiment. Et pour Eamon Walker, donc Karim Saïd, en fait, il joue dans la série Chicago Fire. Il est dans plus de 145 épisodes, donc. Ouais. Et je vois qu'il était dans Incassable de M. Night Shyamalan quand même. Ah ouais. Ouais. Dr Mattison. Donc à mon avis, c'est un petit rôle genre. Ouais. Bonjour, au revoir. Ou alors celui qui va ausculter Samuel Jackson quand il est en bébé au début là, quand. Ouais, c'est possible. C'est peut-être ça. Bon bah ok, il fallait qu'on parle de Oz un jour et je suis plutôt content que tu l'aies fait, Seth, parce que c'est vraiment une série que moi j'apprécie et que du coup chez Bug, je crois que c'est une de nos chouchous. Très grande série. J'espère sincèrement,
Si juste une personne qui nous écoute peut regarder la série et puis dire à une autre personne de regarder la série, putain, faites-le quoi. Vraiment, c'est incroyable, vous allez passer un moment de malade quoi. C'est vrai. Et puis il n'y a pas beaucoup d'épisodes quoi. C'est vrai qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. 56 heures et vous avez fini. Oui, les gens qui trouvent le temps pour se mater des merdes à longueur de journée de Netflix, là. Oui, grave. Faites-vous du bien et regardez Oz. Voilà. Allez, Oz, regardez Oz. Cette blague. Bon, je crois qu'il est temps de passer. Et comme dirait Yannick Noah, Oz. Bastien, vas-y, enchaîne parce que... Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on passe à la deuxième partie de l'émission et au petit pot pourri de Bastien parce que je crois qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses à dire dessus. Ouais, et on va tout de suite débuter avec la réponse à ta chronique de la dernière fois puisque tu nous avais vendu la série Bodyguard, rappelons-le. Et depuis, tu nous as donné l'eau à la bouche et on l'a regardé, Seb et moi, et donc on va dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Ensemble, pas spécialement, on ne s'est pas concordé, mais... en tout cas, on va dans les spoilers là, ce coup-ci, vu qu'on a tous vu la série, autant y aller. Donc moi j'ai plutôt apprécié effectivement la série, mais après je n'ai pas été plus transcendé que ça. Peut-être que justement tu m'en as trop. Ouais, j'ai peut-être trop vendu le truc. Et alors, en fait moi j'ai beaucoup aimé le dernier épisode par exemple, effectivement toute la partie où il a la bombe. Est extrêmement réussi. Ça m'a fait beaucoup penser à, je sais pas vous, mais moi, à Die Hard 3, quand il y a j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à ça, moi, les petits jeux à la con qu'ils font à McClane, ça m'a fait un peu penser à ça. Après, sinon, la série m'a fait quand même beaucoup penser à Homeland, t'en avais parlé. Je trouve qu'il y a, justement, même le dernier épisode, avec la bombe, il y avait la même chose à la fin de la saison 1 de Homeland. C'est pas sur ça se joue pas sur le même truc, mais il y a des similitudes. Et après, moi, du coup, j'ai été troublé un peu par la série où j'avais l'impression qu'ils savaient pas trop, mais ils savaient ce qu'ils faisaient parce qu'il y avait quand même que 6 épisodes, donc les mecs, ils avaient tout écrit. Mais avec la double nature du personnage, justement, de David Budd, sur le fait que est-ce qu'il va retourner sa veste ou pas, je trouve que c'est pas super bien mené, ce truc-là. Tout comme l'histoire, donc, de l'amour avec la ministre. J'ai été surpris par le truc, mais après j'ai trouvé ça arrivait bizarrement. En fait, c'était amené extrêmement vite et je croyais pas trop au truc. Ouais. Tiens, voilà, c'est pour comme quoi c'est réussi. Enfin, moi aussi c'était pareil. Tu ne crois pas en l'amour, Bastien, c'est ça? Donc, moi aussi, quand j'ai vu le personnage décédé, je me suis dit c'est une petite connerie pour nous faire voilà. Et en fait non, voilà, c'est pour ça que ça marche pas. On part sur l'idée que oui, justement, peut-être il va être tiraillé entre son amour et le fait qu'il faut qu'il la tue ou un truc comme ça. Effectivement, il part sur autre chose. Enfin, son amour, pour l'instant, il l'a juste sauté. Hein. On va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. On ne fait l'amour que quand on aime quelqu'un. Je ne sais pas, je ne comprends pas cette émission, à part dans Oz, évidemment, où c'est ce que j'allais dire. C'est différent, mais dans la vraie vie, on ne fait l'amour que quand on aime. Mais alors c'est un truc extra efficace, mais après, est-ce que dans 6 mois, je me souviendrai énormément de la série je ne sais pas. Et Richard Madden, t'en as pensé quoi? Il est très bon quand même. Excellent. Dans le dernier épisode, il est très bon, mais après, dans tout au long de la série, je ne l'ai pas trouvé... T'as pas ému il n'y a pas des séquences qui t'ont ému, ou quand il est avec ses gamins après sa tentative de suicide ratée et tout Non, parce que même ça, j'ai trouvé ça tombait un peu comme ça, cette séquence-là. Je comprenais pas. Ah, t'as pas réussi à rentrer dedans comme je suis rentré alors. Ouais. Il aurait préféré qu'il se suicide pour de vrai, et que les enfants trouvent le cadavre. Ouais, mais cette histoire de balle à blanc, je trouvais ça bizarre et tout. Oui, moi aussi, ça m'a fait bizarre sur le coup, mais bon, après, voilà, c'est toujours des petits trucs, quoi. Mais après, ça a été un bon jeu aussi pour retrouver les acteurs que tu as déjà vus dans des séries. Ça m'a fait ça 2 fois et du coup, ça m'a perturbé aussi pendant ma vision. Le mec, il a des problèmes, des vrais. Et t'as pensé à quel personnage? À sa femme, je suis sûr qu'elle a sa femme, du coup, qui joue dans Peaky Blinders. Et pendant tout l'épisode, je me suis dit, putain, mais où je l'avais vu cette meuf? Et puis, notre ami de The Terror aussi. Attends, il y a un mec qui joue dans The Terror? Ouais, le docteur dans The Terror, il fait un des hommes politiques. Ah putain, mais moi, c'est pas là-dedans que je l'ai vu. C'est dans Utopia, non? Oui, je crois qu'il joue aussi dans Utopia. Je crois qu'il fait un des 2 tueurs sadiques dans Utopia, je crois que c'est lui. Hein. Exact, je crois que j'ai vu ça aussi. Il me semble.
Mais moi, du coup, c'était sur The Terror. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'un acteur a joué dans plusieurs choses différentes? Ouais. Waouh. C'est fou. Non, mais un acteur anglais, quoi. Waouh. Bah, sur la BBC, mec, tu regardes une Moi, je série suis sûr de qu'il a BBC, joué dans t'en regardes une Doctor autre, Who. c'est les mêmes. Hein. Je suis sûr qu'il a joué dans Doctor Who, obligé. Obligé, bah, ils ont tous joué dans Doctor Who. Tous les acteurs anglais sont passés dans Doctor Who. Il y a même Ian McKellen dans un épisode de Doctor Who. Wow. Enfin, il fait une voix. Mais du coup, ouais, quand l'histoire avec arrivée de sexe avec la mini, je me suis dit, c'est vraiment Bodyguard avec Whitney Houston, quoi. Je sais plus si il y a peut-être un truc, un remake. Après, ouais, une saison 2, pourquoi pas, Non. mais Non. pourquoi? Ils Effectivement. en feront une, mais on n'en veut pas. Mais on sait pas trop. Mais oui, il va protéger quelqu'un d'autre et ça va enchaîner sur autre chose, mais. Ouais. Sauf que maintenant, on sait qu'il peut pas être retourné, alors du coup, je vois plus trop l'intérêt, quoi. Oh, il y a encore des choses à exploiter. Oh, sur le il peut personnage. être retourné par un homme cette fois. Pas de On fait je sais pas combien de saisons de Doctor House et compagnie, des personnages. Docteur. Seb, pas un Seb, Mickey Mouse. tu peux enchaîner ton avis. Non, globalement, je suis d'accord avec toi. Je regardais le 2, enfin, comme je l'avais dit la dernière fois, moi j'avais lâché parce que j'ai trouvé la deuxième moitié de l'épisode 1 moins intéressante. Et du coup, j'ai commencé le deuxième épisode et je me suis dit, bah, c'est pareil. Et puis il y a eu la fameuse attaque de la bagnole. Là, j'ai trouvé la scène vraiment excellente, super prenante. Et je me suis dit, ah, eh ben on va regarder ça avec attention. Et ouais, c'est un peu des montagnes russes, quoi. Ça monte, ça descend. Puis parfois, je m'en bats complètement les couilles. Mais voilà, enfin après, Maidon est tellement bon que ça m'a fait vraiment accrocher au truc. Mais comme Ouais, Bastien disait, hein, l'histoire avec la ministre, il n'y a rien à péter. Quoi. Ah, c'est pour ça qu'ils ont l'intelligence de la. Moi aussi, j'ai eu très peur quand ça a commencé à s'amorcer cette histoire, et comme ils ont l'intelligence de vite désamorcer le truc, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, Richard Madden tient clairement le show sur ses épaules, c'est une évidence. Et ouais, dernier épisode très intense aussi. Effectivement. Bon bah très bien. Bastien, je passe à ton... J'enchaîne, je vous l'avais Ouais. promis, le voici. Le Meg arrive avec En eau trouble en Le titre. grand cinéma, enfin, Le grand cinéma. Mon film dans mon top 3 de l'année, peut-être. Qui sait. avec Parce que Rampage. Rappelons Rampage, que The je Meg. suis un petit fou des films de monstres. Hein, et donc, quand un film avec un mégalodon à gros budget arrive sur le marché, tu te dis qu'il faut absolument le voir. Et je dois reconnaître que quand même celui-là, je vais pas le défendre, hein, parce que je l'ai quand même trouvé assez pénible. Et c'est surtout je n'ai pas eu ce que je voulais en fait. Parce que du coup, je savais pas trop en fait de quoi retournait l'histoire. Et moi, je m'attendais à ce qui arrive quasiment de la fin du film en fait. En fait, le mégalodon arrive donc sur une plage avec énormément de monde, un petit peu comme dans les Dents de la Mer, mais encore en beaucoup plus vaste, avec des gens qui sont dans des boules, vous savez, sur la flotte, où ils sont dans des espèces de boules comme des hamsters Ouais. en train de rouler. Ouais. Et donc là, t'as le mégalodon qui arrive dans ce gros truc-là, et tu te dis que ça va péter, mais ça dure genre 2 minutes, puis il y a quasiment... Je sais même plus s'il y a du sang sur cette séquence-là. Il y en a peut-être du sang à un moment dans une séquence du film, mais je sais plus si sur celle-là. Mais c'est extrêmement décevant. Et en fait, moi, je pensais que le film, ça allait être un peu ça. Alors qu'en fait, non, c'est un film... c'est Abyss, quoi. C'est sous l'eau pendant tout le truc, quasiment dans des sous-marins. Donc, extrêmement pénible pendant quasiment 1 heure de film. Hein. Surtout quand tu sais que c'est Jason Statham, l'acteur principal. Bah, c'est ça, c'est pas James Cameron qui a fait le film. Donc... ouais, et puis bon, le requin, c'est du CGI qui est plutôt honnête, hein, mais bon, ça ne fait plus peur. Je vous dis, il y a quasiment pas de sang. Il y a des Chinois partout. On sent qu'il y avait encore ce problème de... Des Chinois dans les blockbusters. Voilà, Des Chinois de Chine. Il y a eu des billes qui a été mises là-dedans. Il y a vraiment pas de séquence drôle. Je m'en souviens, ouais, comme Seb, on va dire, hein, on se souvient quasiment déjà plus du film, on l'a vu moi, il y a moins longtemps, mais il n'y a pas trop de trucs drôles, malheureusement. C'est quand même dommage d'avoir autant de... Enfin, je sais pas du coup quel est le budget, mais par rapport à des Sharknado, effectivement, ça doit être conséquent. Ah ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même Et chose. c'est ça, moi, qui me gêne avec le film, quoi. T'as tout le monde qui te le vend comme... genre, ça va être génial, mais en fait, c'est Sharknado, mais avec un peu plus de fric, quoi. C'est du foutage de gueule, quoi. Par contre, ça a rapporté un max de fric, les gars. Ça a été un gros succès. Hein. Il y a un 2, obligé. Hein. Ah bah bien sûr. Ouais, un la petit mer, mot ça sur... marche, hein, c'est connu. Ah bah ça. Un petit mot sur le casting féminin peut-être. Bah justement, il y a de la chinoise, hein, mais puis ouais, celle qui fait son ex-femme, j'ai checké après d'où elle sortait cette meuf et pareil. Jessica McNamee, qui était dans l'excellente série Sirens,
produite par notre ami. Merde, j'ai complètement oublié son nom, mais c'est le produit par les mecs qui ont fait Rescue Me, donc les mecs chauds quand même. Ouais. Elle est très bien cette série, c'est une comédie, mais c'est très très bien. Denis Leary, voilà. Ah bah, Denis Leary. Le temps que le nom revienne. Alors, The Mec, c'est poubelle. Hein. C'est poubelle. Puis il y a Ren Wenson qui joue dedans, qui est un personnage caricatural au possible, comme tous les personnages du film d'ailleurs, mais c'est sympathique de le voir, mais tout ça est raté malheureusement. Et de toute façon, il y a Ruby Rose dedans. À partir du moment où Ruby Rose est au casting, tu sais que c'est de la merde. C'est la meuf qui a une tête chelou. Tête chelou, je sais pas, mais elle a plein de tatouages, ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Elle fait que des merdes. Ouais. Bah, revoyez Rampage en tout cas. Du coup. Revoyez Rampage si vous êtes con. Comme Bastien. Ensuite, j'ai envie d'enchaîner avec un film. Alors, on parle souvent de films que malheureusement, comme vous avez des connaissances cinéphiliques extrêmement poussées, vous connaissez forcément. Mais là, j'avais envie d'aller chercher un film dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler de votre vie. Sauf peut-être Seb, je ne sais pas. Des fois qu'il y a des visions un petit peu perverses. Mais bon, comme c'est un genre qui ne lui prête pas forcément à cœur, il n'a pas été checké vraiment le truc. Alors donc je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Monster Party de Chris von Hoffman. C'est un film d'horreur avec... en fait, pourquoi je l'ai regardé, hein, forcément. Parce que donc il y a des acteurs... pourquoi et une petite histoire, un pitch sympathique. Alors donc dans ce film d'horreur, on retrouve au casting Julien McMahon, avec une petite moustache et une petite barbichette de D'Artagnan. Oh putain, l'horreur. Oh, il y a Lance Reddick. Ah, mais il y a un gros casting. Il y a Lance Reddick et il y a Robin Tunney aussi dans les actrices perdues qu'on connaît. Et donc le pitch plutôt sympathique, c'est en fait des espèces de jeunes qui s'infiltrent dans les maisons pour des petits cambriolages. Et donc ils vont aller dans une maison en fait, qui est donc occupée par Julien McMahon et Robin Tunney, qui organisent des espèces de sectes de sacrifices. Pas de sacrifices, mais c'est comme des alcooliques anonymes, mais si vous voulez, mais sauf que là c'est des tueurs anonymes quoi, qui essayent de se désintoxiquer du fait de tuer. Et ils se regroupent entre eux et du coup forcément ça va péter à un moment ou à un autre, mais bon ça pète au bout de 50 minutes de film qui dure 1h20 tout casser. Donc passez votre chemin, hein, malheureusement tout ça ne tient pas ses promesses. Hein. Alors, si vous êtes un fan de McMahon et que vous voulez voir sa barbichette de D'Artagnan, regardez le film. Mais, j'ai envie de regarder pour ça, moi. En plus, peut-être aller regarder des photos à la place, non? Il y a une séquence peut-être qui vaut son petit pesant parce qu'en fait, ils ont un espèce de un fils caché dans la famille qu'on découvre au bout d'un moment, qui a donc une tête de freaks. Et donc qui est libéré et qui fonce directement sur les héroïnes du film pour la bouffer. D'ailleurs qui est enceinte, et ça c'est assez choquant pour la tuer. Mais le problème c'est qu'il se fait tuer genre 30 secondes après, donc en fait ce personnage là du Freaks tu ne le vois que 1 minute ou 2 minutes en montre en main, et c'est dommage. Tout le reste du film est très peu gore au final, et il se passe pas grand chose. J'avais eu très peur dans la 10-15 premières minutes du film, parce qu'il y a un petit côté suburbs américains avec des jeunes très David Robert Mitchell, et je me suis dit oula, le truc va être extrêmement sérieux et tout, mais en fait ça part quand même un petit peu en vrille. Donc voilà. Ouais, j'avais vu passer, mais j'avais pas envie de le regarder. Ouais, non, ça se comprend. Mais du coup, ne le regardez pas. Ouais, c'est poubelle. Hein. Enfin, j'ai quand même regardé Puppet Monster, Puppet machin chose là. Waouh, c'est beau. Ouais, juste parce que une bite et du pipi et coupé la tête. Bravo. Fallait que je regarde. Bravo. Next, film français du jour. J'ai été regarder ce qu'en avait fait l'ami Fred Cavaillé avec son remake d'un truc qui a été remaké 56 fois, si j'ai bien compris. Donc Le Jeu, ça s'appelle. Avec, t'as été au cinéma? Non, il est déjà téléchargé. Ouais. Le mec il est en train de dire et Adopi les mecs hein, quand même. Dispo en Albanie. Casting haut en couleur, puisque vous retrouvez des Doria Tillet, Stéphane De Groot, putain, j'ai déjà envie de m'ouvrir les veines. Roche Dizem et autres. C'est qui la meuf de Stéphane De Groot? Louise Bourgoin. Non, c'est Doria Tillet qui joue dedans. Ah oui, c'est Bérénice Bejo, voilà.
Bérénice Bejo, chouing, 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 chouing. Chouing, chouing, chouing. Et donc, bah écoutez, c'est pas plus nul que les films qu'il a fait de polar qui sont si bien, soi-disant. En fait, c'était une saloperie. Hein. C'était un truc plutôt honnête, mais après, donc, c'est tiré d'un remake, et si j'ai bien compris. Une pièce de théâtre. Ouais, je sais pas si c'est une pièce de théâtre, mais en fait, ils se sont quand même pas trop foulés. Hein. J'ai l'impression que. Du théâtre. Dans les grandes largeurs. C'est un petit peu la même chose, malheureusement. Après, reste moi, comme je connaissais pas le truc, reste le plaisir de la découverte. Parce que donc l'histoire, vous savez pas du tout ce que c'est? Non. Bah, c'est des gens qui donnent leur téléphone, machin. Là. Voilà, c'est une soirée entre potes tous les SMS, j'ai vu la bande-annonce. Mais... Voilà. Et ça baisse pas? Et bah, du coup, on sait que ça va jouer genre sur oui, j'ai trompé ma femme ou des trucs comme ça, mais ils essaient donc de retourner un peu tout le temps le truc dans le film et partir sur d'autres choses. Ça retourne beaucoup dans cette émission. Hein. Ouais. C'est une émission qui nous. Donc voilà, ça se suit plutôt bien. C'est pas une pantalonnade, c'est pas un film, c'est pas une comédie pure. Hein. Il y a un petit peu de drame. Un petit peu de drame, voilà. C'est plutôt de bonne tenue. Moi, je le conseille si vous aimez les trucs français et que vous voulez regarder un truc pas naze comme, je sais pas, Superchondriac ou Red Dingue de Danny Boone que j'ai regardé aussi récemment. Et ça va passer en prime time sur TF1, ça? Ça va passer sûrement, oui, sur TF1. Ouais. Et par rapport à, je sais pas moi, par exemple, un Budapest? Bah, c'est mieux que Budapest. C'est forcément mieux. Pour l'avoir vu, je sais que c'est. J'ai pas vu le jeu, mais je sais que c'est mieux quand même que Budapest. Et du coup, j'ai découvert que Alex de la Iglesia, par exemple, avait fait un remake de ce truc-là, apparemment. Oui, bah, David Fincher aussi. Ah ouais? Bah, The Game. T'es con. Tu t'es fait niquer par la blague de nul. Ah ouais. T'es en train de me dire où il veut aller. Bravo. Bon, allez, next. On retourne à notre terre promise de Bug, hein, celle qui aurait été notre mamelle fournisseuse, Netflix. C'est une merde. Ah non. Bah oui, c'est ça. Avec donc la sortie du dernier des films des frères Cohen, la balade de Buster Scruggs et autre conte où je ne sais plus c'est quoi le titre original. Donc film à sketch western en 6 sketchs avec un casting en couleur, Tom Waits, James Franco, Liam Neeson, Zoé Kazan, ça c'est bon, et j'en passe. Donc bah forcément on va enfoncer j'en passe. On va enfoncer la porte ouverte du film à sketch, mais forcément il y a des sketchs qui sont plus ou moins bien que les autres, et c'est encore le cas ici. Moi je suis un gros fan de western, donc et pas forcément un gros fan des frères Cohen, donc j'avais le cul entre deux chaises sur ce coup-là. Mais j'ai plutôt, ça dure 2h10, 12, un truc comme ça, donc c'est assez long. Ça a été programmé à un moment comme une série télé, maintenant c'est sorti en film, les frères Cohen disent que ça a toujours été un film, donc tout cela on s'en bat les burnes, comme le fait qu'on le voit sur un écran et pas au cinéma, même si ça perturbe beaucoup de gens. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que il y a des segments comme le tout premier qui est un peu un truc postmoderne, pantalonnade westernienne qui a sous les scènes. C'est infernal. J'ai envie de mourir en 10 minutes quoi. Et moi justement j'aurais bien voulu à la limite avoir un film que sur ce segment là et sur ce personnage là de Tim Blake Nelson qu'on retrouvera dans Watchmen, la série, rappelons-le. Je le trouve abominable dans ce film d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui, je le trouve souvent bon, mais là dans Watchmen. Bah, il a pas des belles dents, mais bon. C'est complètement gratuit. J'adore. Oui, mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Non, mais tout ça pour dire que quand même, il y a des trucs, genre le segment sur Liam Neeson, c'est le truc qui doit durer 20 et quelques minutes, que tu peux trouver extrêmement pénible à regarder parce que ça ne raconte pas grand-chose, mais après, il y a un sous-texte intéressant sur les poules. À analyser sur les poules. Voilà, la poule, est-ce que c'est Netflix, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? Donc ouais, moi j'ai été plutôt amusé par certains trucs. À part ce qui est dommage de ce truc là du coup, c'est que le dernier sketch qui est quand même assez court, mais du coup c'est celui qui m'a le plus saoulé, et du coup quand tu termines sur un truc qui te saoule, c'est pas bien. Bah c'est pas bien, et du coup ça m'a pas fait surélever le truc. Surtout que le précédent sketch est celui que tout le monde dit un petit peu que c'est le meilleur sketch, celui avec Zoé Kazan, la fille, qui est le meilleur. Moi j'ai pas forcément trouvé que c'était le meilleur, mais après c'est celui effectivement qui était le plus long, le plus cinématographique, le
le plus exploité. Donc, ouais, moi je le conseillerais quand même si vous êtes fan des frères Coen, parce que forcément, un film des frères Coen, ça se reconnaît. Hein, moi, celui-ci, je le casse dans les bons. Parce que je suis pas fan de tout ce qui est Burn After Reading. Moi, je le casse justement avec Burn After Reading. Ouais. Après, ouais, c'est du western. Moi je trouve. Du coup, j'ai écouté nos amis de nos ciné, tout ça, et qui disaient que la photo est un peu dégueulasse par moment. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a perturbé par certains moments, le côté un peu très numérique du truc. Mais après, c'est extrêmement bien filmé. Il y a plein de plans magnifiques et tout. Donc, ça relève le truc. Hein. On sent que quand même, c'est pas un truc qui a été bazardé non plus de commande par les frères Coen. Donc moi je vous le conseille si vous aimez le western, si vous aimez les frères Coen. Mais sinon après c'est pas le truc impérissable à voir sur Netflix. C'est la prochaine chose dont je vais vous parler. Next. Ouais, next. Next. Je l'ai vu ce film, Next. C'est de la merde. Nicolas Cage. Oui, chef-d'œuvre. Donc là c'est à mon tour de survendre quelque chose qu'une fois que vous le verrez, vous direz qu'est-ce que tu nous as dit Rampage. Non. Là, je parle d'un truc que j'ai vraiment bien aimé. Ah mais oui, tu m'en as parlé en plus. Mais oui. Vous parlez entre vous. Alors donc, je sais pas si c'est un original Netflix. Je pense pas. Peut-être. Peu importe. Donc, c'est un film indonésien. Oula. De Timo Tjahjanto qui s'appelle The Night Come For Us. Et donc qui est un film de baston, de tatane extrêmement... De bagarre, de la bagarre extrêmement violent, extrêmement gore surtout. Un film de fou, j'ai envie de vous dire. Ça dure 2 heures. Steven Seagal et ses bras cassés, tu peux retourner dans ton bac à sable. John Wick et ses saignements numérisés, laissez-moi rien. Là, ça y va fort. Alors, forcément, on va parler de The Raid parce que donc, le truc a été comparé à The Raid parce qu'on retrouve les mêmes acteurs et c'est un truc indonésien en grande partie. Et que c'est pareil, c'est un peu le même genre de principe d'un film avec un scénario qui tient sur un bout un timbre mais de la bagarre. Poste, mais avec de la bagarre tout le temps. Mais là, il faut dire que quand même, c'est extrêmement généreux. Quand même. Parce que là, la bagarre, il y en a... Sur 2 heures, il doit y en avoir 1h20, quoi, je pense. Hein. Donc, c'est extrêmement généreux. Après, effectivement, si vous n'aimez pas la bagarre, ça va pas vous intéresser. Mais là, moi, j'ai trouvé que ça a été reproché que c'était pas très bien filmé. Moi, j'ai trouvé que justement, c'était que tu comprenais tout ce qui se passait et tu comprends que c'est extrêmement gore surtout. La première scène où tu vois, alors, comment il s'appelle, j'ai noté, Iko Uwais. Donc mais bien sûr, comment va-t-il? Il jouait dans The Raid, non? Oui, même les 2 acteurs. En fait, j'en sais rien, mais je pense que ça doit être un peu la même clique. C'est un peu la même clique. Et donc, sa première séquence du film, ça m'a fait trop marrer parce qu'il est habillé avec un petit veston, sa petite chemisette dans une boîte de nuit éclairée totalement à la Only God Forgives. Et là, il met la pâtée à Ryan Gosling pendant son 2 heures de film de merde, là, où le mec, il te fait bouffer du verre de bouteille, en veux-tu, en voilà, en 5 minutes. Et là, il te casse le truc. Et après, le film, je vous dis, c'est une montagne russe de gorissime. Les personnages sont... caricatural forcément comme je les aime, tu comprends bien qui est qui, parce que des fois ça peut être perturbant avec les Indonésiens, rappelons-le, parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Donc ils ont des petites... au montage. Non, je garde. Raciste, sexiste, bravo. C'est la fin de l'année, tout va bien. Des petites caractéristiques pour les différencier. Quand t'as dit leur sexe, tu parles de petits. Caricature, cliché. Moi, il y a des musiques qui m'ont fait, genre 2 musiques, je les ai mis dans ma playlist, elles m'ont fait kiffer. La musique du générique de fin, ça doit être je sais pas dans quelle langue, mais elle m'a fait kiffer. La musique de la scène de fin en mode The Devil Rejects, ça m'a fait kiffer.
C'est un film nerveux de fou. Regardez-le. C'est typiquement le genre de film si je passais encore tous mes samedis avec des potes à regarder des films que tu sortes de ne sais où, celui-là tu le montrerais parce que tu te dis tu passerais un bon moment dans la soirée en fond sonore de mettre ce truc-là. Est-ce qu'il y a un peu d'amour à un moment? Ouais, un petit peu quand même. Il en faut toujours. Mais par rapport à The Raid qui est vraiment de la merde. Mais du coup, ouais, j'étais pas du. Moi, The Raid, mais du coup, j'aurais limite envie de la revoir. Peut-être que j'étais passé à côté. Mais voilà, j'ai trouvé, The Raid, c'était déjà assez gore, je crois, quand même, de mémoire. Ouais, mais c'était nul. Ouais, mais c'était surtout survendu. C'était sûr. Mais là, ouais. Là, les avis autour, c'est un petit peu, c'est moins bien que The Raid ou des trucs comme ça. Hein. Forcément, c'est. Mais justement, c'est peut-être débarrassé, moi, de l'aspect prétentieux de The Raid, qui essayait de faire un petit peu plus haut que son genre. Et là, c'est un film qui cherche pas à péter plus haut que son cul, hein, même si y a un petit côté des fois un petit peu plus mélancolique aussi. Mais bon, c'est vite retourné, toujours par des excès de violence et encore des trucs retournés. Et puis de la bagarre, quoi. Et de la bagarre. La bagarre. Ça, c'est ça qu'on veut, c'est de la bagarre. Moi, si vous aimez la bagarre, regardez-le celui-là. J'avais pas eu un effet comme ça depuis Hong Bak, je crois, sur. Hong Bak avant la récupération par Luc Besson, bien sûr. Rappelons-le. C'est pas le même film. Bon bah écoute, t'as fini ton petit pot pourri? Ouais, on peut s'arrêter là. Il était joli quand même, il y a de quoi. Seb, tu l'as pas vu, hein, The Night Comes for Us? Non, j'ai hésité, puis finalement je l'ai pas fait. Je vais peut-être me lancer dedans et dans 2 semaines on en parlera pour dire à Bastien qu'il fait de la merde. Ouais. En fait, moi j'avais pas du tout prévu de le voir, mais en fait c'est un statut de notre ami journaliste Christophe Lemaire qui a fait un truc qui me donnait vraiment envie de le voir, et du coup je l'ai regardé et effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir. Il a écrit en grand bagarre. Ouais, un film. Est-ce qu'on lui souhaite un bon rétablissement? À la bagarre. Effectivement, j'ai vu qu'il avait eu des petits pépins. Des petits pépins. Physiques. Ouais. Bon, bah écoute, je crois qu'on a terminé l'émission, mais il nous reste quand même un petit questionnaire, hein, Seb. Ouais, je commente. T'as beaucoup de questions? Parce que... non, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça. Donc je vais commencer. Vas-y. J'en fais une, t'en fais une, j'en fais une, etc. Ouais, on va voir Soyons comment ça fous. se présente. Bon, Bastien, t'es chaud. la vengeance arrive. Alors, c'est plus, comme. J'ai dit pas la famille, mais apparemment. Si, il y a la famille. C'est comme Highlander, il ne peut en rester qu'un. Della Morte Della More ou Branded? Direct. Branded. Ouh, carrément. C'est à moi alors, du coup, la question. Ouais. Alors, je tiens à préciser d'abord. Il n'y a pas de question d'amorce, hein, c'est direct. Oui, c'est direct, on rentre dans le bain. Là, t'es chaud direct. Est-ce que tu préfères rigoler devant le Big Deal ou pleurer devant les Oiseaux 2? Pleurer devant les Oiseaux 2. Quel est le pire épisode de Six Feet Under? Des saisons, ça. Le pire épisode de Six Feet Under. Putain, il faudrait réfléchir. J'y répondrai plus tard. D'accord. J'aime tous les épisodes. Tu préférerais boire une bière avec Bob Dylan ou passer une soirée avec Edouard Baird? Avec Edouard Baird, parce que je comprendrai rien à ce que Bob Dylan me dit. Vu que je ne suis pas anglais. Alors, t'es prêt pour la question la pire que tu vas recevoir aujourd'hui? Vas-y. Puisque j'étais sur Six Feet Under, il peut exister une saison 6 et elle sera parfaite de bout en bout. Mais pour ça, tu dois choisir entre abandonner femme et enfant ou bien tes parents et ton frère. Que choisis-tu? C'est une famille ou l'autre. Bon, écoute, on va faire un calcul d'âge rapide et du coup j'abandonne mes parents et mon frère parce qu'ils sont plus âgés et que je laisse l'avenir à la jeunesse. La jeunesse. Ok. Du coup, j'ai plus trop de questions en fait, Seba. Je m'occupe du reste, t'en veux que 2 en fait, d'accord. Pour toi, qui sont les pires, les nazis ou les terroristes? Les terroristes. Tu peux réaliser le film de tes rêves, mais pour ça... C'est chaud ce que tu viens de dire. Tu peux réaliser le film de tes rêves, mais pour ça, le reste de ta filmographie devra ressembler à celle de Brett Ratner. T'es tenté? Ouais.
D'accord. Bah ouais, au moins j'aurais fait un chef-d'œuvre. Le film de tes rêves, si c'est Rampage. Ah. Tu peux être riche mais avoir le physique d'Éric Zemmour ou continuer d'être son fils spirituel et pauvre. Bah continuer d'être son fils spirituel. Et enfin, c'est ma dernière. Tu dois choisir entre voir un film d'Eric Rohmer chaque jour de ta vie pour le reste de ta vie ou regarder l'intégrale des Marvel de temps en temps avec moi à tes côtés pour t'aider à t'enthousiasmer et risquer de te frapper orienté. Dès que tu diras une connerie. Ah bah, C'est orienté. Les Marvel, quand même. Oh, il a dit du bien de Marvel. Tu dis ça parce que t'as envie que je sois à côté de toi. Mais non, pas d'Eric Rohmer, juste... parce que jusqu'à la fin de ma vie, ça peut être long quand même. Ah oui, Ouais, c'est tous clair. les jours. Hein. Surtout que oui, il a pas fait 50 films, alors à mon avis, ça va vite tourner en boucle, cette histoire. Bah voilà. Bon, on a été soft quand même au final. Bah moi j'ai appris qu'il avait quand même envie de te voir mort, quoi, mais bon. Oui, mais moi j'ai appris qu'il préfère pleurer devant les oiseaux 2 que regarder, rigoler devant le Big Deal. Et je tiens à préciser que tout ça c'est vraiment arrivé. Donc. Bon bah je crois qu'on... c'est ça. Ouais, mais ils bouffent un chien quand même, les oiseaux. Putain, les oiseaux 2, les gens ne se souviennent même pas l'existence de ce truc, c'est ça qui est bien. En plus, c'est réalisé par quelqu'un de connu, je crois, j'ai oublié. Mais oui. À chaque fois qu'on a vu le nom du réalisateur, on se dit, ah putain, quand même. Je vais aller vérifier ça. C'est un téléfilm. Les oiseaux 2. Balavoine, je vois. Ah bah c'est Rick Rosenthal, notre ami d'Halloween 2. Ouais. Ah putain, j'étais sûr qu'il y avait un rapport avec Halloween en plus. J'étais plutôt sur Tommy Lee Wallace, mais ça me paraissait bizarre quand même. Bon bah écoutez, je crois que messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci à vous. Alors les chers auditeurs ou chers auditeurs au singulier, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le podcast de l'émission, le compte Twitter de l'émission pardon, qui est @bug le podcast. Voilà. Seb c'est Grumpy Seb, je suis Alphonse Dadet et Bastien, tu es. Oh, je suis Chaîne Diesel. Bah oui. Merci à toi, peuple français, de défiler en nombre pour moi. Je prendrai le temps de remercier chacun et chacune d'entre vous. Chaîne Diesel, putain, je le connais pas. Samplon 95-98. D'accord. Ma pompe à essence est pleine. On se dit au revoir alors du coup. Exactement. Allez, à très bientôt, Allez. Pardon, ciao.